Mon nom est Rachel Chagnon. Je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Je suis directrice de l'Institut de recherche et d'études féministes à l'UQAM et je suis membre du Réseau québécois en études féministes. Le droit est une discipline complexe à analyser parce que c'est à la fois un champ de recherche et une discipline et c'est aussi un champ de pratique professionnelle. Donc, il y a un double aspect au droit qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que lorsqu'on forme des juristes, par exemple, on ne forme pas seulement des chercheurs ou on ne forme pas seulement des gens qui vont analyser le droit, mais on forme aussi des gens qui vont mettre en application le droit. Ce qui est vraiment spécifique au droit, c'est que il y a un double aspect du droit parce que c'est le produit d'un pouvoir politique et législatif. Donc, c'est un produit qui vise à construire le social puis à construire le vivre ensemble, mais c'est un produit aussi, c'est quelque chose qui forge le social et le vivre ensemble et qui contribue à l'organiser. Donc, le droit, c'est autant quelque chose sur lequel on appuie, puis c'est sur quelque chose qu'on travaille, que quelque chose qui contribue à former la société et qui a, en quelque part, sa propre croissance et qui échappe parfois même à l'emprise des personnes qui le conçoivent. Et à ce niveau-là, ça fait que la formation en droit est une formation qui ne nous permet pas seulement d'en avoir une analyse critique, mais qui nous permet aussi d'en avoir une compréhension de l'intérieur. Donc, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est une des disciplines des sciences sociales qui est vraiment la plus intéressante. C'est la mienne, donc je ne suis pas particulièrement objective. L'entrée du féminisme dans le droit suit l'entrée des autres sciences sociales dans le droit. Dans la mesure où, le droit est devenu quelque chose qui est étudié dans les universités plus tardivement, là, donc c'est au début du 20e siècle que le droit fait son entrée dans les universités au Canada, aux États-Unis. En Europe, c'est arrivé un peu plus tôt, mais très longtemps, le droit, c'était quelque chose qu'on apprenait au contact d'un avocat. À partir du début du 20e siècle, le droit va rentrer dans les universités comme discipline et va arriver un moment où là, on va l'analyser comme une discipline dont on peut en faire la critique externe. L'analyse systématique du droit à travers une réflexion critique va beaucoup se faire à partir de l'expérience américaine, les Critical Legal Studies, qui vont, autant du point de vue de la sociologie, du marxisme et du féminisme, commencer à déconstruire le droit comme un outil soit de pression ou d'émancipation sociale. Donc, ça va beaucoup passer là, par une espèce de conjugaison droit-sciences sociales, à partir aussi de l'analyse de sociologues juristes comme Max Weber. Max Weber va être le premier à avoir un regard sur la construction du droit, qui n'est pas un regard aussi critique que vont l'avoir, par exemple, des penseurs comme Duncan Kennedy ou Catherine McKinnon du côté des féministes qui vont se livrer vraiment à une déconstruction systématique du droit. Mais ils vont utiliser beaucoup les outils de la sociologie dans un premier temps pour avoir une réflexion sur le droit qui dépasse justement l'exégèse ou l'analyse interne du droit. Et là, à partir de ce moment-là, les critiques féministes du droit vont commencer à se développer. Puis au Québec, c'est un développement qui est un peu plus récent, mais dont on le voit, par exemple, avec des auteurs comme Louise Langevin à Québec, justement, Lucie Lamarche et Anne-Marie Boisvert, qui vont beaucoup contribuer à commencer vraiment à créer une approche féministe du droit qui va devenir là, vraiment typiquement québécoise, là. Si on regarde la part du féminisme dans le droit, on ne peut pas réfléchir uniquement à partir de la part théorique ou la part des critiques féministes. Il faut vraiment regarder aussi la part des mouvements féministes. Parce qu'une chose qui a caractérisé l'évolution du droit par rapport au féminisme, c'est l'action des mouvements féministes. Il faut penser que jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle, le droit contribue à maintenir les inégalités de sexe et de genre parce que le droit et lui-même renforce ces inégalités-là en donnant des rôles différents aux personnes assignées hommes et aux personnes assignées femmes. Donc, par exemple, dans la famille, jusqu'en 1964, le chef de la famille, c'est l'homme. À partir de 1964, la mère cesse d'être mineure
l'épouse cesse d'être mineure et elle peut contracter sous son propre nom, elle peut acheter, vendre, elle peut avoir son propre compte de banque. Mais les banques vont continuer de traiter les femmes comme des mineures jusque dans les années 90, alors même que, bon, la loi, mais pour te dire à quel point la loi est constitutive des inégalités, puis même quand la loi change, souvent les inégalités vont continuer dans le temps. Donc, ça a été le premier combat, ça a été de faire changer la loi pour faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Ça, on partait de loin. Et à partir des années 80-90, ça, c'est acquis. Parce que la réforme du droit pour arriver vers un droit neutre, qu'on va appeler neutre au niveau du genre, ça va vraiment se concrétiser à partir des années 80-90. Donc, à partir du moment où on l'a réparé comme outil d'inégalité, là, on va se dire, oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et là, la militance va continuer, toujours appuyée par la théorisation pour dire, ça nous prend des lois pour protéger les femmes enceintes en milieu de travail. Ça nous prend des lois pour parvenir à l'égalité entre les différents groupes stigmatisés en milieu de travail. Pour les féministes occidentales, particulièrement pour les féministes blanches, il faut le dire, l'accès au marché du travail, c'était le nerf de la guerre là, pour accéder à la réelle égalité. Et là, bon, c'est ça qui a été beaucoup investi à partir des années 80-90 pour les féministes, entre autres au Québec. Maintenant, je te dirais qu'on est rendu même plus loin parce que la part des féminismes décoloniaux et la part du féminisme queer fait en sorte qu'on regarde encore le droit d'une manière différentes. Et là, on pose la question sur l'impact du droit, par exemple, sur la construction des genres et le rôle du droit dans le maintien des privilèges de classe, de race et dans l'impossibilité pour des groupes pluridiscriminés de pouvoir avoir un accès plein et entier aux ressources, à la richesse, au marché du travail, etc. Donc là, on assiste, on tend vers une nouvelle génération de chercheurs féministes qui ont incorporé beaucoup plus d'outils issus des théorisations féministes et qui vont beaucoup plus loin que les premières chercheurs féministes sur ces enjeux-là. Le féminisme décolonial va amener la réflexion qui avait été déjà amorcée avec celles qu'on appelle les Black féministes sur l'enjeu de l'impact intersectionnel ou consubstantiel des oppressions. Et le droit étant un outil d'oppression, qui a quand même été un outil assez privilégié, va pouvoir être analysé pour ses impacts, non seulement ses impacts discriminants versus outils de libération, comme la dichotomie qu'on a beaucoup vue chez les féministes plus classiques. Alors, soit le droit opprime les femmes, soit le droit aide les femmes, mais va aussi être pensé dans un cadre décolonial comme un outil de maintien des privilèges. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la partie toujours un peu laissée dans le vide ou un peu laissée en retrait, c'est comment non seulement on empêche les groupes opprimés de parvenir à l'égalité, mais comment on maintient les privilèges chez les groupes privilégiés et comment non seulement on maintient le privilège de l'homme blanc, par exemple, l'homme blanc hétérosexuel cis, mais aussi le privilège de la femme blanche, le privilège de... Bon, et comment on maintient la construction occidentaux-centrée du monde. Parce qu'il faut penser que le droit et le droit international ont été des outils puissants de l'impérialisme occidental. Ce qui est fascinant avec les féministes décoloniales, c'est qu'elles questionnent le droit en tant qu'outil du maintien des privilèges. Et elles questionnent la volonté du législateur en tant que privilégié à reconstruire son droit différemment. Ça a commencé avec, justement, Audre Lorde, on ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître, mais maintenant, ça va beaucoup plus loin et ça réfléchit même sur est-ce que le droit est la seule forme de régulation qu'on devrait mettre de l'avant? Est-ce qu'on ne devrait pas envisager la régulation comme un phénomène qui va au-delà du droit? Est-ce qu'on ne devrait pas revaloriser la coutume, ce qui n'est pas toujours à l'avantage des féministes, ceci étant dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas valoriser d'autres formes de régulation? Est-ce qu'on ne devrait pas repenser la réglementation à partir des actrices? Et là, on sort vraiment de la logique où on essaye... construction, bon, vote de la loi, effet de la loi,
modification de la loi, effet de la nouvelle loi, évaluation. Là, on sort de cette espèce de boucle-là qui devient une boucle d'un dialogue qui existe uniquement entre, d'une part, ceux qui votent les lois puis ceux qui inscrivent les processus législatifs et les juristes à l'autre bout qui, eux, mettent en œuvre le droit. Puis là, on déconstruit ça, puis là, on fait rentrer toute une série d'acteurs qui ont une autre vision, qui lisent le droit autrement, qui utilisent d'autres outils que le droit pour faire valoir leur point de vue sur certaines arènes. Et on revient finalement à une idée qui est beaucoup proche de la volonté de Max Weber de réfléchir les acteurs du droit. Et c'est fascinant comment finalement il y a comme une espèce de boucle qui se ferme à partir de cette analyse décoloniale-là où on revient finalement à la vieille idée qu'avait mise de l'avant Weber dès la fin du 19e siècle, que finalement le droit, c'est beaucoup plus les gens qui le mettent en œuvre que ceux qui le votent. L'approche intersectionnelle a été une approche assez déterminante. Plus spécifiquement, si on regarde là où elle s'applique et là où elle s'est développée, c'est vraiment en matière de droits de la personne. Au début, ça a été difficile pour les tribunaux de s'approprier cet enjeu-là parce qu'on avait plutôt tendance à utiliser les différents motifs de discrimination les uns contre les autres pour dire à une femme, bien là, vous n'êtes pas discriminée parce que vous êtes jeune ou vous n'êtes pas discriminée parce que vous êtes une femme. Donc, bon, un peu ce que Kimberlé Crenshaw va dénoncer dans son fameux article sur l'intersectionnalité. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que les tribunaux vont rapidement comprendre le phénomène de l'amalgame des discriminations, puis vont même en faire un outil pour concevoir de nouvelles formes de discrimination, parce que les tribunaux aiment bien nommer les choses. On aime bien avoir des petites boîtes, puis un concept par boîte. Les articles ne se prononcent pas sur les combinaisons possibles de ces motifs de discrimination-là, mais la pratique du droit nous a révélé que, pour toutes sortes de raisons, il va parfois être utile de justement d'associer différents motifs de discrimination entre eux pour être capable de mieux cibler si une personne fait l'objet d'une discrimination ou pas. Et à ce niveau-là, l'approche intersectionnelle a été une approche qui a vraiment révélé son utilité. Et là, on va voir dans différentes décisions, il y a une décision importante qui est Moussop, entre autres, qui est une décision de la Cour suprême, où la juge Laurie Dubé, pour la première fois, va le mentionner explicitement et va dire, mais parfois, une personne peut être discriminée parce qu'elle est racisée et handicapée. Et là, si on regarde seulement la race ou si on regarde seulement le handicap, on n'arrivera pas à avoir un portrait complet de l'ampleur du problème ou l'ampleur de la discrimination à laquelle cette personne-là fait face et on ne pourra pas avoir la réparation adéquate à cette discrimination-là. Donc, il faut combiner les facteurs pour être capable d'offrir à la personne discriminée la meilleure réparation. Donc, à ce niveau-là, l'intersectionnalité, c'est vraiment quelque chose pour les juristes qui est très concret. Parce que c'est une boîte à outils qui nous permet de faire valoir au juge que quelqu'un qui subit plus qu'une forme de discrimination a le droit à une réparation particulière. Je dois dire que notre façon de conceptualiser l'intersectionnalité est très loin des théorisations sur l'intersectionnalité qu'on voit dans d'autres domaines. Mais bon, ça, c'est un autre enjeu. Mais pour le droit, l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui a vraiment une fonction qui est très concrète. Ce qui est intéressant par rapport à l'état du féminisme quand on regarde le monde du droit à l'heure actuelle, c'est que il y a une certaine rectitude politique qui fait en sorte que, dorénavant, la plupart des juristes se disent féministes. Alors là, tout le monde est féministe parce que tout le monde est pour l'égalité, tout le monde est pour la tarte aux pommes, ça procède à peu près de la même pensée. Et on le remarque, les chercheurs féministes ont de plus en plus leur place dans les facultés de droit. Si on parle avec les pionnières, là, elles vont vous dire qu'elles en ont bavé et qu'elles ont été bien longtemps bien seules dans leur coin avec les collègues qui, très poliment, disaient « Ah ben oui, bon, toi tu fais de la critique féministe, c'est bien gentil. » Et là maintenant, ce qui est nouveau, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, il y a plus qu'une féministe par faculté ou par département. On a accepté l'idée que d'avoir plusieurs femmes qui travaillent sur la question féministe et droit, ça peut être bien. Et il y a vraiment une ouverture par rapport à ça. Par ailleurs, il y a encore des préjugés très forts qu'il y a une façon neutre et objective d'analyser le droit et que le féminisme n'est pas
neutre et objectif. Ce qu'on voit, c'est que malgré cette ouverture, et ils sont tous féministes, et c'est merveilleux, la pensée qu'il y a une analyse objective, neutre, positive du droit continue d'avoir sa place dans les universités, continue d'être assez forte. Mais il faut le dire, il y a un courant qui veut que les analyses issues des sciences sociales ont de plus en plus leur place et le féminisme profite de cette nouvelle ouverture-là quand même. Une des choses que j'ai toujours apprécié depuis que j'ai fait mon entrée dans les milieux universitaires, puis depuis que je suis arrivée à l'UQAM, c'est la possibilité de travailler avec des gens qui ne sont pas en droit. Ça a été une des premières choses que j'ai cherchées dès le départ, là, quand je suis devenue professeure à l'UQAM. Mon premier projet de recherche, ça a été au service aux collectivités. Ça a été avec Francine Descaries, professeure en sociologie, et le Y des femmes. Donc, tout de suite, je suis entrée dans la recherche-action, activisme avec les groupes et recherche interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Puis après ça a été ma marque. Tout au long de ma carrière universitaire jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé avec des gens qui ne sont pas en droit. Présentement, mon projet de recherche principal, c'est un projet de recherche qui est en droit, travail social et criminologie, qui porte sur comment le système judiciaire protège ou ne protège pas les femmes victimes de violences conjugales à travers le recours à un article du Code criminel qui s'appelle l'article 810, qui est ce qu'on appelle un ordre de garder la paix. Il existe dans le Code criminel une forme d'injonction qui permet à un tribunal d'ordonner à un individu de garder la paix, donc de ne pas faire X, Y, Z. C'est un vrai contrat qu'on fait signer à une personne qui s'engage à ne pas voir telle personne, à ne pas s'en approcher, à ne pas poser tel geste, etc., etc. Et ce qui est intéressant, et peut-être un peu dérangeant ou pas, ça dépend, c'est de voir comment les procureurs se sont emparés de cet outil-là en matière de violence conjugale pour essayer de gérer les hommes violents quand on jugeait qu'il n'y avait pas de meilleure façon de s'assurer qu'ils n'allaient pas continuer de harceler ou d'agresser leurs victimes. C'est un outil qui n'est pas du tout populaire dans certains secteurs où on ne veut pas faire signer ça à des hommes, on veut aller à procès puis on veut avoir des condamnations, mais dans d'autres secteurs comme Montréal, on y a recours de façon très régulière et vraiment on le voit comme une façon de régler un problème qui autrement ne se serait pas réglé. Et ce qu'on a décidé de faire dans notre étude, c'est d'évaluer l'efficacité de cet outil-là, mais vraiment à partir de la perspective des femmes qui sont victimes de violences conjugales, pour voir ce qu'elles pensent de ça. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'elles se sont senties vraiment mieux protégées? Il y a plein de zones comme ça qui sont intéressantes puis qui vont nous permettre d'évaluer un peu à travers l'usage du judiciaire comment encore aujourd'hui on appréhende la question de la violence conjugale. Donc, le judiciaire devient un petit peu un marqueur de là où on en est socialement par rapport à cette question-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va évaluer un peu ça à travers 3 perspectives, soit la perspective vraiment juridique, ensuite on va le regarder sous l'enjeu de la criminologie, puis on va le regarder sous l'enjeu du travail social. Donc, on va vraiment avoir toute une série de perspectives un peu différentes, chacune les unes des autres, puis ça va nous donner un beau portrait qui devrait être assez complet de la question. C'est une recherche qui est très incarnée, là, qui vise des résultats très concrets. Et l'interdisciplinarité, selon moi, est vraiment le meilleur véhicule quand on est dans des projets de recherche où on a un objectif très concret au niveau des réalisations, d'aide et de soutien de groupes qui sont dans l'activisme juridique ou dans l'activisme social. Donc, ça permet d'avoir des outils qui sont diversifiés, puis ça permet aussi de rendre compte du caractère construit du droit, puis ça permet de mieux l'appréhender, selon moi. Dans les courants là, des choses qui s'en viennent pour le droit et qui vont, au cours des prochaines années, prendre une certaine place, la question trans devient une question qui est assez intéressante. Quoi qu'en pensent certains, mon appréciation, c'est qu'il va s'avérer peut-être plus facile pour le droit de s'adapter aux personnes trans que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que le droit
a déjà une certaine gymnastique d'adaptation justement à la combinaison des oppressions, à la modification des formes de discrimination. Donc, il y a une certaine élasticité du droit qui lui permet quand même d'appréhender la question trans d'une façon relativement sereine. Là, les grands enjeux, c'est parce que, bon, le droit, comme je dis, le droit est quelque chose qui met les concepts et les choses et les personnes dans des petites boîtes. Et le droit était très binaire par rapport au sexe, parce que les deux petites boîtes qui existaient, c'était la boîte homme, c'était la boîte femme. Et là, d'avoir une troisième boîte ou une quatrième boîte ou une cinquième boîte, c'est un peu complexe pour le droit. Mais là, le droit commence à s'adapter. Et là, tranquillement, il y a une réflexion qui se fait sur est-ce qu'on a vraiment besoin de l'indicateur du sexe sur tous les formulaires, sur tout ce qu'on enregistre? Est-ce que c'est toujours important de connaître le sexe d'une personne? Et là, il y a une réflexion qui se fait vers ça. Puis moi, je suis convaincue que dans quelques années, là, il y a beaucoup de documents officiels sur lesquels la mention du sexe va disparaître, parce qu'on va se dire, plutôt que de se compliquer la vie à mettre 18 cases, ça va être bien plus simple. De toute façon, on n'en a pas besoin comme indicateur qui nous permet de reconnaître la personne qu'on a devant nous. Un autre dossier important, qui est un dossier sur lequel on a une action importante chez nous, autant à l'IREF qu'au RECEF, c'est la question des la violence sexuelle en milieu universitaire, où là, nos deux entités ont travaillé beaucoup de concert et chacune de leur côté pour faire avancer le dossier des violences sexuelles, autant à l'intérieur de l'UQAM qu'à l'extérieur. Et je dois dire que je suis très fière d'appartenir à deux mouvements, que ce soit le RECEF ou l'IREF, qui ont été des acteurs assez importants pour faire avancer ce dossier-là. Donc, ça, c'est un autre enjeu sur lequel, qui est moins dans mes projets de recherche, mais qui est plus, en fait, dans une certaine mesure, dans ma militance, et qui est quelque chose qui m'interpelle plus dans mon rôle de directrice de l'IREF, parce qu'on me sollicite beaucoup dans ce rôle-là pour intervenir sur ces questions-là, plus sur les enjeux de vulgarisation. Mais ça, je trouve que c'est quand même un aspect important. Là, en fait, je trouve que l'universitaire, dans la cité, a aussi cette fonction-là de vulgariser les grands enjeux puis de les rendre accessibles.